Il est 20 h, bonsoir et bienvenue au journal. Au sommaire de l'actualité ce soir, un mur s'effondre et fait 2 morts au quartier Bonabéry à Douala. La scène dramatique se déroule pendant la tornade qui s'est abattue dans la ville la nuit dernière. Michelle Bachelot, le haut-commissaire des Nations Unies aux droits de l'homme, poursuit ses entretiens au Cameroun. Ce samedi, elle a rencontré les leaders des partis politiques et les responsables religieux. Nous ferons le point de toutes ces rencontres dans ce journal. En culture, une levée de fonds a été organisée cette mi-journée pour la poursuite des travaux de construction de la maison de la culture Sawa. De nombreux donateurs ont répondu présents à cet appel. Et puis en sport, les Jeux universitaires Tchang 2019 s'ouvrent officiellement demain. Les athlètes et les supporters sont déjà sur le site. L'ambiance qui y règne sera décrite dans ce journal. Voilà pour la une. Merci de rester des nôtres. On ouvre avec ce fait de société annoncé en titre. 2 morts pendant la tornade qui s'est abattue la nuit dernière dans la ville de Douala. Il s'agit d'une dame et de son fils qui se trouvaient au pied du mur d'une clôture lorsque celui-ci s'est renversé. Le drame s'est produit au quartier Bonabéry. Yasser Trésor-Tanon nous raconte ce qui s'est passé. Par petits groupes, les membres de la famille et autres amis de Lorivine Sopni arrive en pleurs à son domicile au quartier Sodiko à Bonabéry, dans l'arrondissement de Douala 4e. Elle a trouvé la mort cette nuit de vendredi à samedi, avec son deuxième fils âgé de 19 ans, enseveli par une partie du mur de cette clôture appartenant à un entrepôt. On a envie de les amener au niveau de Bonasamba. Je pose la question, est-ce que c'est grave? Elle me dit oui, c'est grave. J'arrive à Bonasamba. Je recommande ma grande soeur, on a pu sortir avec pour laquelle que son père est inquiet. L'agent de la salle devant mon neveu et on me dit qu'il est mort sur place. Mais ma grande soeur, quelques centaines d'après, nous appelle aussi qu'il est décédé. Les amis du marché témoignent qu'il y a eu coupure de lumière toute la journée de vendredi. Vers 17 h, avec le retour de l'énergie, Lorivine, couturière, a voulu rattraper du temps perdu sur quelques commandes. Elle est donc montée au marché avec son fils Lionel. Avec l'approche de la tornade, il fallait rentrer vite. Elle, qui n'a pas souvent l'habitude de rentrer tard. À quelques mètres de leur domicile, ils sont pris au piège par la paroi. Edwige est la voisine de Lorivine au marché. Elle a vu quelques heures avant. On s'est salué, on s'est affiné. Et c'est la pour la dernière fois. Mais avant ce jour, je suis rentrée dans ma boutique il y a 2 jours. Elle me félicitait pour le remaniement parce que j'ai refait ma boutique. Elle me dit c'est bien. Maintenant on me voit, la marchandise là, ça se voit bien. Elle était contente. Le mur, quant à lui, est problématique depuis longtemps. Les habitants du quartier et même les fidèles de la paroisse de l'église évangélique, non loin de là, se sont plaints. Mais rien n'a été fait. Ce mur, je pense que tout le monde avait constaté que ce mur vacillait déjà. Et on en avait déjà parlé aux propriétaires. Sinon, à ses employés. Kenji Lionel était le deuxième des 4 enfants de Lorivine et faisait la classe de terminale au lycée polyvalent de Bonabéry. Sur le tableau, sa dernière réflexion philosophique, rédigée quelques heures avant l'incident. La vie se divise en 3. Hier, aujourd'hui, demain. Et ce demain reste mystérieux. Échange franc entre le haut-commissaire des Nations Unies et les principaux leaders de partis politiques de l'opposition ce matin à Yaoundé. Michelle Bachelet écoutait attentivement ces leaders donner leur position sur des questions relatives à la protection et à la promotion des droits de l'homme sous le landerneau politique au Cameroun. Rodrigue Tonguet et Alain Ziebou signent ce compte rendu. Tous les leaders et partis politiques de poids ou presque ont répondu à l'appel de Michelle Bachelet. Sans surprise, les représentants de formations politiques en ligne de front des revendications sociales et politiques récentes au Cameroun sont amères. La presse peut prendre la mesure de l'échange de près d'1 heure. Les préoccupations, c'était déjà de souligner le fait que 7 régions sur 10 au Cameroun aujourd'hui sont en situation de conflit. Et d'après les chiffres de Crisis Group d'hier, 1850 morts dans les 20 derniers mois dans la zone anglophone. On lui demande, autant qu'elle peut le faire, de faire une recommandation au président de la République de libérer
ces personnes qui ont été arrêtées dans le cadre de l'exercice d'une activité politique, qui n'ont commis aucun crime. J'ai insisté sur le droit de participer. Je n'ai pas manqué de lui dire les insuffisances liées à la participation syndicale, les insuffisances liées à Elecam. Je n'ai pas manqué d'insister sur le scandale dont je fais l'objet à titre personnel, notamment la fameuse suspension de toute activité politique. L'opposition se dit heureuse de l'intérêt que portent les instances onusiennes à la situation du Cameroun. Les Nations Unies ont tout à fait le droit d'interférer au Cameroun sur les questions des droits de l'homme, puisque c'est de ça que nous parlons, et bien sur d'autres questions comme le droit humanitaire et tout le reste. La communauté internationale doit d'abord demander la liberté inconditionnelle de tous ceux qui ont été arrêtés pour des raisons politiques. La méthode de travail a consisté pour le haut commissaire des Nations Unies chargé des droits de l'homme à les écouter et recevoir les documents apprêtés pour la circonstance. Encore, les leaders ont indiqué l'urgence d'un dialogue inclusif pour le règlement de la crise qui sévit dans les régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest. Après la rencontre avec l'opposition camerounaise, le haut-commissaire des Nations Unies aux droits de l'homme a reçu des leaders de la société civile de tout ordre opérant dans le secteur des droits de l'homme. Il y avait aussi des responsables des différentes confessions religieuses que compte le Cameroun, des cadres du Rassemblement démocratique du Cameroun, accompagnés de certains de leurs alliés. Écoutons des représentants du RDPC et des églises protestantes. Ils sont au micro de Rodrigue Tanguay. Sur place. Tout ce qu'on raconte, c'est le contraire de ce qui se passe ici. Je crois que vous l'avez vu secouer la tête, ce qui veut dire que nous, on ne ment pas. Le président n'a jamais baissé les bras, que ce soit pour le Boko Haram, qu'on est déjà en train d'éradiquer complètement, au nord-ouest, où des mesures ont été prises largement pour que la paix revienne. Et ils ont reconnu d'ailleurs que ce que je disais était vrai, mais que c'est la solution qui n'est pas du tout complètement donnée. On ne peut pas tout faire en un jour. Le président ne dort pas, nous le savons. Ses collaborateurs ne dorment pas, le gouvernement ne dort pas. Même nos forces armées ne dorment pas, personne ne dort. Et nous pensons que dans un bref avenir, tout ne sera que souvenir. Nous demandions à l'État, aux partis politiques, à la société civile, de laisser les leaders religieux aider à chercher une solution. Parce qu'en ce moment même que la crise fait rage, dans tous les villages, dans tous les recoins du pays, les seules organisations qui fonctionnent, c'est les églises, c'est les pasteurs et les prêtres qui sont toujours... Les prix des produits de grande consommation commencent à être respectés par les commerçants, tels que voulus par le ministère du Commerce. Le chef de la Brigade nationale des contrôles et de la répression des fraudes au sein de ce département l'a constaté lors d'une descente dans les marchés de Yaoundé. Un exercice qui lui a aussi permis de se rassurer de la disponibilité des produits de grande consommation. Karel Mezatia Toya et Bertrand Tassé signent ce reportage. C'est un constat amer que vient de faire le chef de la Brigade nationale de contrôle et de répression des fraudes au ministère du Commerce en visite de travail dans cette poissonnerie. Les précisions sur la quantité, la qualité et le type de poisson commercialisé ici ne sont pas exactes lors de la pesée sur la balance électronique. Outrée face à cette situation, Barbara Elenva Amana ne passe pas par 4 chemins pour dire son mécontentement. À partir de la boutique, madame, c'est un service informatique. Qu'est-ce que ça change au niveau du service informatique? C'est 2 boutons qu'il faut appuyer pour que le consommateur soit content, pour que le consommateur sache ce qu'il achète. Ça ne vous coûte rien du tout. Vous avez un service informatique, vous payez des employés pour ça. Ça ne vous demande rien, c'est 3 secondes, des boutons qu'on appuie. Les responsables ont échappé de justesse à une scellée. Le chef de brigade, convaincu d'avoir passé le message, leur accorde le bénéfice du doute et poursuit son périple dans les marchés de la cité capitale avec son équipe. Il est question pour eux de se rassurer de la disponibilité des produits de grande consommation et du respect des nouvelles dispositions en matière de prix. Après avoir fait le tour de pratiquement tous les marchés de Yaoundé, voici ses impressions.
De façon générale, la tendance est bonne. Les prix qui ont été homologués sont pour la plupart bons. Et même dans certaines structures, ils sont revus à la baisse, ce qui est une très bonne chose pour notre consommateur. Les produits de grande consommation sont disponibles. Il y a quelques points à soulever, quelques dysfonctionnements, notamment ceux relatifs à l'affichage. Nous continuerons à former les opérateurs. Une descente sur le terrain qui fait suite à l'opération entamée le mois dernier par le ministre du Quittons Yaoundé et revenons à Douala. La construction de la Maison de la Culture Sawa est une action qui nécessite la participation de tous. C'est dans cette optique qu'une journée portes ouvertes y a été organisée ce samedi. Occasion du levée de fonds pour la poursuite des travaux de construction de l'édifice qui s'étend sur près de 5000 mètres carrés. Patrick Ngwania, Henri Tinda. La Maison de la Culture Sawa, encore en chantier située à la vallée de la Besséké à Douala, présente déjà fière allure. Ce samedi 4 mai, les chefs traditionnels Sawa, aux côtés du délégué du gouvernement, président une journée porte ouverte dont l'objectif est de faire une levée de fonds pour la suite des chantiers. Le patriarche Pascal Moncam donne le ton avec la rondelette somme de 10 millions de francs CFA, dont 1 million remis sur place. Le premier point qui nous réunit ici, c'est d'abord les contributions. Je vais commencer à penser que Sa Majesté, je vais vous offrir, malgré mon âge, malgré que je sois en retraite, une petite 10 millions. À sa suite, les fils et filles Sawa et sympathisants de tous bords ont continué ce qui s'avère déjà être un franc succès. Ce grand projet est un projet communautaire. Son envergure est au-delà des seuls géniteurs qui sont les Sawa. La Maison de la Culture Sawa se veut être un creuset de cohésion et de solidarité de toutes les populations vivantes à Douala. Nous avons le désir que les travaux se terminent dans les meilleures conditions possibles. Et donc le sens de notre rencontre d'aujourd'hui, c'était de pouvoir faire participer l'ensemble de la communauté dans les derniers détails qu'il y a à combler pour que la maison du Mono et des Sawa puisse se terminer. Lancée en août 2018, la Maison de la Culture Sawa s'achèvera probablement dans 8 mois. Les lieux de collecte et les modes de paiement ont aussi été rendus publics ce même jour. Autre fait d'actualité culturelle, Ne crains rien, je t'aime. C'est le titre du nouveau film de l'acteur et réalisateur camerounais Thierry Tamac. Il a été diffusé en avant-première hier au cinéma l'Éden de Douala. De nombreux cinéphiles ont répondu présents. Yasser Trésor-Tanon a assisté à cette projection. C'est l'histoire de Sarah, folle amoureuse de Romain. Pendant les fiançailles, son prince charmant la couvre de cadeaux et autres biens matériels. Une fois le mariage célébré, elle découvre le vrai visage de son ange, de mari. En fait, c'est un narcissique, violent et tortionnaire à la limite. Sarah va vivre l'enfer au point de perdre son bébé et son utérus suite aux violents coups de son mari. Sa famille, au lieu de la protéger ou dénoncer et condamner l'acte du beau-fils, va plutôt la repousser dans les bras du bourreau. Mais l'espoir renaît avec la parole de Dieu, mais surtout la rencontre de David, incarné à l'écran par Guy-Michel Kingé. Le rôle que je jouais dans le film, voilà, moi honnêtement c'était une belle expérience, je suis très reconnaissant. Merci à tout le public qui est venu nombreux. Et j'ai joué avec une très grosse star, Tatiana Mathieu. Elle est vraiment exceptionnelle et je pense qu'elle m'a beaucoup aidé. Les cinéphiles ont par moments pleuré, crié, et même c'est un sujet contre Romain lors de la projection du film en avant-première ce vendredi au cinéma l'Éden à Douala. La thématique, c'est vrai, la violence sur les femmes, bon, on a été un peu triste un moment, heureusement que le dénouement est plutôt... Alors ça interpelle tout le monde, les hommes en particulier. En dehors de l'émotion, je vais dire que j'ai la révolte, mais surtout la fierté que ça se termine plutôt bien. Thierry Tamac a su où toucher pour relancer le débat sur les violences conjugales. Un travail réussi grâce au magnifique casting effectué. Je dis merci à mon équipe, aux comédiens, aux techniciens qui ont mouillé le maillot. Ce n'était pas évident. La qualité de son, l'image et le jeu d'acteurs
donne tous les arguments à Ne crains rien, je t'aime de Thierry Tamac, bien parti pour rafler des prix. Cotobas vient au secours des personnes handicapées défavorisées. La fondation qui porte le nom de l'artiste décédé en 1996 s'est ouverte aux hommes de médias ce samedi à Douala. Au-delà de l'aide accordée aux enfants démunis, la fondation Cotobas entend former et rendre autonomes les jeunes handicapés pour une insertion sociale certaine. On en parle avec Charles Robert Itoc et Marius Kosso. Cotobas à Bonandalais. Une visite guidée permet de découvrir les ateliers, bibliothèques, informatique, cuisine, musique. Un bâtiment qui permet de réaliser les rêves conçus et non réalisés par l'artiste de son vivant. On s'est dit, ok, on va donc faire une maison à Tonton Vier dans son village maternel, à 2 pas de sa tombe. Pour quelqu'un qui est parti trop tôt, qui n'a pas laissé d'enfant, qui n'a pas eu le temps de construire, on lui donne cet honneur-là. L'enfant prodigue revient à la maison. La fondation à but non lucratif œuvre pour la prise en charge des enfants handicapés défavorisés à travers des actions concrètes telles le soutien à la scolarité, la santé et bien d'autres. La cible première et principale, c'est les enfants handicapés, défavorisés, il faut le préciser. On a élargi en nous intéressant finalement aux enfants même défavorisés qui forcément n'ont pas d'handicap. Parmi les perspectives à court terme et à travers des partenariats stratégiques, on parle d'équipement des ateliers et de réalisation des coachings. Tonton Vier est parti trop tôt. Il n'a pas pu jouir des fruits de son travail. Il est parti, on ne le sait pas beaucoup, mais il est parti la veille de son premier concert en Europe. Donc c'est là où il meurt brutalement. Et donc il est resté une légende, un mythe. Et nous estimons qu'on ne peut pas laisser nos mythes, les mythes de notre patrimoine culturel camerounais disparaître comme ça. Alors après le roman qui a été écrit sur lui en 2012, nous nous sommes dit, il faut que le Camerounais doit prendre un taxi et dire Cotobas. Son vivant avait horreur de voir les gens comme lui supplier ou mendier. Là, depuis 2015, 3 ans après le livre, nous avons commencé des actions en faveur de notre cible première qui est l'enfant de famille pauvre qui porte un handicap, c'est-à-dire son profil. Bonendalais, village artistique et culturel, lieu de naissance de l'artiste Cotobas, verra le 15 juin prochain le grand retour du fils décédé le 20 novembre 1996. Ce qui nous amène à parler de santé. Le cancer du sein et de l'utérus tue de nombreuses Camerounaises chaque année. Le phénomène inquiétant a motivé l'organisation d'une campagne de dépistage gratuit au centre hospitalier de recherche et d'application en chirurgie endoscopique et reproduction humaine. Près de 1500 femmes ont été touchées par cette opération. Karel Mizatia Choya, Serge Zibou. Elles ont répondu massivement présentes à la campagne de dépistage gratuit du cancer du col de l'utérus et celui du sein, organisée au Centre hospitalier de recherche et d'application en chirurgie endoscopique et reproduction humaine à Yaoundé. 4 jours d'activité intense, plus d'1 millier de femmes dépistées. Nous avons observé qu'il y avait beaucoup de cas de cancer du col et de cancer du sein. Donc c'est une grande préoccupation encore dans notre milieu. Les cancers dépistés à un stade précoce ont beaucoup plus de chances d'être traités que ceux découverts à un stade avancé. Les coûts sont à la portée de toutes les bourses dans cette structure hospitalière offerte aux Camerounais par le couple présidentiel pour répondre aux problèmes de santé de la femme. On peut traiter tous les problèmes de la femme, de la petite fille, en passant par la femme en période d'activité reproductive, jusqu'à la femme ménopausée, tous les problèmes que la femme peut vivre pendant toutes ces 3 phases de sa vie peuvent être pour trouver des solutions dans cet hôpital, ce qui est une grande chance. Outre les cancers gynécologiques, la chirurgie sans ouvrir le ventre et la fécondation in vitro sont implémentées ici. 142 bébés ont déjà vu le jour via ce processus et 7 autres vont s'ajouter avant la fin d'année. Vous le savez, affiché avait été 150 bébés au bout de 3 ans. Donc nous sommes pas très loin et nous avons bon espoir que les dieux vont nous écouter pour qu'on puisse faire ces accouchements, tout au moins que les grossesses qui sont en cours se terminent normalement et qu'on puisse faire une bonne fête en fin d'année à la première dame. Ne reste plus qu'aux femmes d'en tirer profit.
La Cameroon Association of English Speaking Journalists dénonce la terreur vécue par les journalistes dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest. Elle se désole de ce qu'il est devenu impossible pour les hommes de médias de se mouvoir dans les deux régions en crise. L'association formule néanmoins des recommandations à l'endroit des pouvoirs publics et des patrons de presse pour améliorer les conditions de vie et de travail des journalistes. Patrick Ngwania, en Rutina. Mauvais temps pour les journalistes exerçant dans le nord-ouest et le sud-ouest. La crise qui prévaut dans les deux régions leur complique la tâche. Au sein de nous-mêmes ici à Douala, on a plus de 6 collègues qui viennent du nord-ouest et du sud-ouest, qu'on considère comme les déplacés internes. Donc vous voyez à quel point ça nous préoccupe. C'est difficile sur le plan sécuritaire. Il y a très peu de choses qu'on peut faire, mais ce qu'on peut faire, c'est de les armer, de les donner les outils nécessaires sur le plan professionnel. La difficulté pour les journalistes de se mouvoir est l'une des conséquences de la non-crédibilité des informations qui viennent de ces régions en crise. En fait, le niveau de difficulté que rencontrent les collègues au nord-ouest et au sud-ouest, ça dépasse même le niveau de déplacés internes. Voilà les gens qui doivent être mobiles tous les jours pour avoir les bonnes informations. Et on a eu les cas de journalistes à Banso, à Bamenda, kidnappés, gardés pendant les jours et relâchés après avoir payé des rançons. La Cameroon Association of English Speaking Journalists, CAMASEJ, réunie ce vendredi à Douala, propose quelques solutions pour régler les difficultés des journalistes. Il faut que le gouvernement assure l'application de la convention collective parce que jusqu'à maintenant, on constate que les journalistes sont maltraités dans leur lieu de travail. Beaucoup ne sont pas bien payés, beaucoup même ne travaillent pas dans les bonnes conditions. Donc il faut que le gouvernement mette un peu de pression sur les patrons de presse pour qui... CAMASEJ condamne l'arrestation des journalistes et réclame la libération de ceux emprisonnés et la cessation de toute poursuite contre eux devant les tribunaux. La journée internationale de la liberté de la presse a également été célébrée ce 3 mai dans la ville de Konsamba. Entre différentes activités, les journalistes en activité dans le Mungo ont planché sur la perception que les populations ont de leur activité. On en parle avec Patrick Christian Dobor et Luciano Djakou. L'activité des journalistes dans le Mungo reste diversement appréciée par les populations. Pour certains, la défense de l'intérêt commun aurait cédé le pas au diktat des particuliers. La presse souvent est embourbée dans des querelles politiques. Mais certains médias roulent pour certains individus, ce qui ne plaît pas à l'immense majorité des consommateurs que nous sommes. C'est dans ce contexte que les hommes de médias exerçant dans le département du Mungo réfléchissent ce 3 mai autour des contours de la liberté de la presse. Nous avons énormément de difficultés pour l'accès à l'information dans le département du Mungo. Parce que ce soit les autorités administratives, que ce soit les autorités municipales ou bien les acteurs de la société civile, il y a en quelque sorte comme une rétention de l'information. Nous sommes en train de célébrer une journée internationale de liberté de la presse. Nous avons convié, par exemple, le délégué départemental de communication pour le Mungo à notre table ronde. Il n'a pas daigné être présent, il ne s'est même pas fait représenter. C'est un indicateur pertinent de ce délaissement dont nous faisons l'objet. C'est l'occasion pour nous de dire ce qu'on pense et nous le disons haut et fort dans le département du Mungo. La presse n'a pas encore atteint son apogée, la presse n'est pas respectée. La communication est un pouvoir, ce n'est plus à dire. Les hommes de médias incarnent ce pouvoir. Dans un département comme du Mungo, ils devaient caracoler, n'est-ce pas, au sommet, n'est-ce pas, de l'impeachment. Des difficultés qui minent en partie la qualité du rendement des journalistes dans ce département, mais qui interpellent les professionnels à plus de rigueur. Nous sommes désormais donc bien partis pour pouvoir nous prendre en charge sur le terrain et pouvoir exercer notre métier en respectant l'éthique et la déontologie. De toutes ces résolutions, les journalistes en activité dans le Mungo envisagent le rendez-vous de 2020 avec des perspectives positives. Une nouvelle ère à la chefferie Ngambeti car depuis 5 ans, cette chefferie connaissait une vacance à sa tête. Jean Gabi, qui vient de prendre fonction, a la mission de fédérer ses sujets vers un idéal de prospérité. Une installation solennellement accueillie par une quinzaine de chefferies de 3e degré. On en parle avec Monique Naossi Fosso et Espoir Baya.
C'est lui le nouveau garant de la tradition Tikar. Âgé de 51 ans, Jean Gambi IV vient d'être installé dans ses nouvelles fonctions en tant que chef de groupement de Ngambé Tikar dans le département du Bamé-Kim. Il remplace Honoré Barouma, décédé le 7 février 2014. La cérémonie qui s'est tenue à l'esplanade de la chefferie traditionnelle a drainé du beau monde venu de tous les coins de cet arrondissement qui compte 15 chefferies de 3e degré. Dans la dignité, le respect, l'honnêteté et la loyauté. Et il doit revaloriser notre culture. La culture Tika, vous avez vu quelques bribes, quelques morceaux choisis, mais il faudra qu'il aille au-delà pour réimplémenter cette culture qui nous échappe depuis quelques années. Et nous voulons aussi qu'il soit un rassembleur. Dans son discours, Oumdonassian, préfet du département du Bamé-Kim, prescrit à cet auxiliaire de l'administration de favoriser le vivre ensemble, permettant aux populations sous son commandement de fumer le calumet de la paix. Vous devez avoir un esprit d'initiative et un bon sens d'organisation dans la collégialité, initier les projets et programmes de développement, bien entendu en concertation avec les autorités administratives et autres sectoriels dont je recommande la plus grande disponibilité à cet effet. Une tâche exaltante donc pour ce nouveau guide qui saura compter non seulement sur l'administration, mais aussi sur ces sujets pour le développement socio-économique de cette contrée riche de sa diversité culturelle. Pour la réconciliation d'abord, sur un premier plan, prôner la paix et la lance du développement. La cérémonie d'installation s'achève par des chants et danses au rythme de la tradition Tikar. En religion, le début du jeûne du Ramadan pointe déjà à l'horizon. Dans les mosquées, l'heure est à la préparation des fidèles pour 30 jours de privation et d'adoration. Notre reporter Yasser Trésor-Tanon était à la mosquée centrale de Douala. Dernier vendredi du mois de Shabbat, les fidèles musulmans ont répondu massivement présents à la prière de vendredi encore appelée Djoumoua. Le sermon porte sur le jeûne de Ramadan. À quelques heures du début de cette épreuve, les fidèles musulmans se disent prêts. Censé étant donc de se pardonner avant ce mois sacré, comme il est dit dans le Saint-Coran. Là, il faut donc prier Dieu qui nous donne la santé pour aborder ce mois. Compte passer ce mois du jeûne de Ramadan dans un esprit d'un fidèle musulman, un croyant qui attend le pardon, la rémission de ses péchés et l'affranchissement, n'est-ce pas, vis-à-vis de Dieu Allah. Le jeûne est un moment de privation. Les interdits du mois de Ramadan sont assez stricts. Manger, boire, fumer ou encore avoir des relations sexuelles de manière délibérée durant la journée rend invalide son jeûne. Que chaque croyant doit considérer ce mois comme une école et que lorsqu'il va aller pour concourir, pour passer son examen, il faut qu'il soit habité par des grandes valeurs. Jeûner apporte des bénédictions aux fidèles musulmans. Chaque croyant, selon le degré de ses œuvres, lui-même, le résultat peut s'afficher dans sa conscience. Est-ce qu'il a bien jeûné? Est-ce qu'il a géré bien le mois de Ramadan? Puisque le début du mois représente la première décade, représente la miséricorde divine. Est-ce qu'il a reçu cette miséricorde divine? Au milieu, c'est le pardon et à la fin, c'est la délivrance. Le jour de début de jeûne du mois de Ramadan sera connu le lendemain de la nuit du doute, ce samedi, et sera déterminé à partir de la traditionnelle observation lunaire. Si ce n'est pas pour dimanche, automatiquement lundi sera le jour du début du jeûne. En sport, Jeux universitaires Tchang 2019, le kick-off a été donné ce samedi au campus de l'Université Haute, en attendant l'ouverture officielle qui aura lieu demain dimanche. En attendant, les COPS de des universités du pays et des grandes écoles occupent les aires de jeu. Les précisions d'Alex Lembe. Cet effectif, le train de la 22e édition des Jeux universitaires en 2019, a véritablement pris les rails ce samedi 4 mai au campus principal de l'université de Chang. Au vu de ces images, l'on n'a plus de doute.
Les sports collectifs tels le basketball dames et messieurs, volleyball dames et messieurs, sans toutefois oublier le handball, ont immédiatement pris du service, comme pour dire que les COPS des différentes universités du pays ainsi que des grandes écoles sont désormais servis, surtout après une année d'attente. L'on peut désormais constater ces allées et venues dans les ruelles du campus de l'université de Tchang, sans toutefois oublier le brouhaha cadencé ainsi que l'ambiance fournie par les fans clubs. De quoi rassurer les responsables de l'université haute. Dire que j'ose croire que nous sommes satisfaits. Dès le début, il n'y a pas eu de couac. Tous les étrangers qui sont arrivés, athlètes, officiels, techniques, et tous les responsables sont logés et puis le niveau de restauration est appréciable. Plus question de pleurer famine ou encore de crier soif, car le secteur gastronomique est d'ores et déjà prêt. Côté stand VIP, idem. Ces chapiteaux en disent davantage. En attendant donc l'ouverture solennelle et officielle qui est prévue pour ce dimanche, on ne peut que souhaiter bonne chance et surtout fair play aux COPS. Challenge international de pêche sportive au Cameroun. Cette édition a réuni pendant 3 jours des amateurs venus d'horizons divers. Les prises des différentes virées ont été offertes aux personnes nécessiteuses. C'est ce que nous disent Monique Naossi Fosso et Moussa Tako. 223 kg pour une dizaine de mètres. Ce thon géant a cristallisé l'attention des amateurs de pêche sportive ce jeudi à la marina de Kribi. C'était l'une des premières prises de la première journée du 31e Challenge international de pêche sportive du Cameroun qui se déroule à Kribi jusqu'au 4 mai. Toute la beauté de ce sport, l'image des pêcheurs sportifs, malheureusement, elle démontre une autre réalité. Mais en fait, c'est un sport de finesse, de souplesse et de délicatesse. Pour la 15e fois consécutive, cette compétition rassemble à Kribi des amateurs de divers horizons pour des fortunes aussi diverses que variées. La journée n'a pas été très riche puisque nous avons ramené que 2 petits requins dans notre plateau. Mais on espère que demain sera meilleur. Les pêcheurs locaux n'ont pas été lésés. Une embarcation a été mise à leur disposition par le comité d'organisation. Quant aux prises des différentes virées, elles sont offertes aux nécessiteux. Tout ce que nous récoltons, la totalité, est donné à 3 personnes, 3 organismes qui ont été sélectionnés par le préfet. Entre belle ambiance sur le quai et exploit des pêcheurs, le 31e Challenge international de pêche sportive du Cameroun à Kribi aura été un véritable régal pour tous. Et c'est la fin du journal. Merci de l'avoir suivi. Bonne suite des programmes sur Canal 2 International et à demain, 20h. Bonsoir.